Savez-vous ce que c'est d'être jeté à la rue, à 70 ans, par votre propre fils? De voir la personne que vous avez portée 9 mois dans votre ventre, que vous avez élevée avec amour, vous expulser de chez vous pour s'approprier ce qui vous appartient. Mon fils, Marcel, m'a fait ça. Il m'a mise à la porte comme si j'étais un déchet, tout ça à cause de ma maison. Si je n'avais eu nulle part où aller, si je n'avais pas trouvé de l'aide là où je m'y attendais le moins, vous ne seriez pas en train de m'écouter maintenant. Je serais dans la rue, sans abri, sans espoir, abandonné par mon propre sang. Tout ça par pure cupidité. Et qu'ai-je fait quand il a eu le plus besoin de moi? Qu'ai-je révélé à son sujet au tribunal qui a choqué toute la France? Parce que quand une mère décide de raconter la vérité sur son fils ingrat, quand elle montre les preuves de ce qu'il a fait, alors vous verrez que la cruauté n'a pas de limite. Si vous avez des enfants adultes, laissez un like maintenant, parce qu'après avoir entendu mon histoire complète, vous comprendrez que même un enfant peut se transformer en bourreau. Et qui sait, cette vidéo pourrait arriver à la bonne personne pour éviter qu'une autre mère ne soit jetée à la rue. Dites-moi en commentaire, faites-vous aveuglément confiance à vos enfants adultes? Pensez-vous que la chair de votre chair ne vous ferait jamais de mal? Parce que moi aussi je le pensais. Jusqu'au jour où Marcel m'a laissé sur le trottoir avec mes valises. Et partagez cette vidéo pour qu'elle touche plus de monde. Parce que la violence familiale peut atteindre cet extrême. Et chaque mère, chaque père, doit connaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Geneviève Dubois, j'ai 72 ans, je suis née et j'ai toujours vécu ici à Angers, dans le Maine-et-Loire. Je suis veuve depuis 10 ans, retraitée, et la seule chose qui me reste de mon défunt mari, Jean, c'est notre maison. Une maison que nous avons construite à la sueur de notre front pendant 40 ans de dur labeur. Tout au long de ma vie, j'ai été une mère dévouée. J'ai travaillé comme couturière à domicile pour subvenir aux besoins de mon fils unique, Marcel. Je me levais à 5 heures du matin, je cousais jusque tard dans la nuit. Tout ça pour lui offrir une vie meilleure. Ma maison, là, derrière moi, cette maison de 2 chambres avec un grand jardin, a été construite brique par brique avec l'argent de mon travail et celui de Jean. Chaque pièce représente des années d'économie, de sacrifices, de rêves réalisés. C'est mon bien le plus précieux, ma seule sécurité pour mes vieux jours. Ceux qui me connaissent dans le quartier savent que je suis une personne honnête, travailleuse, pieuse. Je vais à la messe tous les dimanches, j'aide mes voisins quand je peux, je n'ai jamais eu d'ennui avec personne. Une vie simple mais digne, construite avec beaucoup d'efforts et d'honnêteté. Marcel a toujours été mon unique fils, mon unique amour, ma raison de vivre. Quand il est né, j'ai promis de lui donner tout ce que je n'avais pas eu dans la vie. J'ai travaillé comme une forcenée pour qu'il étudie, ait de bons vêtements, ne manque de rien comme moi dans mon enfance. Il a étudié jusqu'à l'université, est devenu ingénieur, il a toujours eu tout ce que je pouvais lui offrir de mieux. J'ai sacrifié ma propre vie, mes propres rêves pour réaliser les siens, comme toutes les mères le font pour leurs enfants. Mais vous allez découvrir comment un fils apparemment normal, éduqué, avec une profession, peut se transformer en un monstre froid et calculateur. Comment l'amour d'une mère peut nous aveugler sur la vraie nature cruelle de celui que nous avons élevé avec tant de tendresse. Croyez-vous qu'un fils puisse jeter sa propre mère à la rue pour un héritage? Que l'éducation et l'amour ne garantissent pas le caractère? Laissez-moi vos commentaires si vous avez déjà soupçonné un proche à cause de l'argent. Parce que les signes étaient là, je n'ai pas su les voir. Marcel a toujours été un garçon ambitieux, mais j'attribuais ça à son désir de réussir dans la vie. Il a perdu son père jeune, à 20 ans, il n'est resté qu'avec moi. Mais j'ai toujours pensé qu'au fond, il m'aimait, qu'il respectait les sacrifices que j'avais faits pour lui. À 25 ans, il a épousé Chloé, une jolie jeune femme, et ils sont allés vivre en location. Je pensais qu'il allait se poser, fonder une famille, devenir un homme responsable. Mais la relation n'a duré que 5 ans. Il est rentré à la maison avec ma petite fille Léa, une enfant magnifique qui est devenue la lumière de ma vie. Pendant les 5 ans où Marcel a de nouveau vécu avec moi, notre relation était bonne.
Il travaillait comme ingénieur, gagnait bien sa vie, aidait avec les dépenses de la maison. Je m'occupais de Léa quand il travaillait. C'était une vie harmonieuse. Mais quand Léa a eu 7 ans, Marcel a rencontré Sophie, une femme vénale, qui ne pensait qu'à l'argent. Il est tombé follement amoureux d'elle. Il a commencé à dire qu'il allait construire une nouvelle vie, qu'il voulait quitter ma maison, avoir une indépendance totale. Maman, Sophie est la femme de ma vie. Nous allons acheter une maison, j'emmènerai Léa, nous serons heureux. C'est ce qu'il disait tous les jours. Je le soutenais, bien sûr. Je voulais voir mon fils heureux, épanoui, avec une famille stable. Le problème, c'est que Sophie était manipulatrice. Elle a berné Marcel pendant 3 ans avec des promesses de richesse et de luxe. Elle voulait vivre dans une grande maison pleine de confort, et elle savait que Marcel n'avait pas l'argent pour financer son style de vie. Et c'est là qu'elle a commencé à le presser pour qu'il obtienne de l'argent. Si vous percevez que Sophie était déjà dangereuse à ce stade, laissez un like et dites-moi en commentaire, laisseriez-vous un enfant épouser quelqu'un que vous ne soupçonnez? Parce que la pression qui est devenue ensuite a été bien pire. Après que Marcel a commencé à fréquenter Sophie, son comportement avec moi a complètement changé. Il est devenu froid, calculateur. Il a commencé à exercer une pression psychologique quotidienne pour me convaincre que je ne pouvais plus vivre seule. « Maman, vous avez oublié de fermer la porte à clé hier soir. » Mensonge. Je ferme toujours toutes les portes avant de dormir. C'est une habitude de 40 ans. Vous devenez étourdi, vous ne le remarquez pas. C'était de la pure manipulation, essayant de me faire croire que je perdais la tête. Maman, cette maison est trop grande pour une dame de votre âge. Et s'il arrivait quelque chose? Si vous tombiez, vous cassiez la jambe. Personne ne le saurait, personne n'entendrait vos cris. Il instaurait la peur dans ma tête, essayant de me faire peur pour que j'accepte de partir. Il a commencé à faire venir des gens étranges, ici sans me prévenir. Des agents immobiliers que je n'avais pas appelés. Madame Dubois, votre fils a demandé d'évaluer la maison. Des experts qui se présentaient sans rendez-vous. Je suis venue faire une expertise du bien en vue d'une vente. Marcel agissait dans mon dos. Marcel, pourquoi envoyez-vous des gens ici sans me prévenir? Maman, je ne fais qu'anticiper le processus pour le jour où vous vous déciderez. Me décider? J'avais déjà décidé. Je ne partirai pas. Mais il n'acceptait ma décision d'aucune façon. Il a amené Léa pour me convaincre. Ma petite fille de 12 ans disant « Mamie, pourquoi ne vendez-vous pas la maison? On pourrait vivre dans un plus bel endroit. » C'était Marcel utilisant l'enfant comme une marionnette, lui mettant des mots dans la bouche. « Léa, qui t'a dit ça? Papa a dit que mamie était égoïste, qu'elle ne voulait pas aider la famille. Égoïste? Moi qui ai travaillé toute ma vie pour avoir cette maison, qui ai soutenu Marcel et Léa pendant des années, j'étais égoïste de ne pas vouloir quitter mon patrimoine. » Un soir, Marcel est rentré ivre à la maison et a explosé. « Maman, vous allez quitter cette maison, que vous le vouliez ou non. » Le ton était une pure menace. « Comment ça, mon fils? Vous allez comprendre que vous n'avez pas le choix. Soit vous partez de bonne grâce, soit il arrive quelque chose qui vous force à partir. » Quel genre de chose, Marcel? Les accidents, ça arrive, maman. Surtout aux personnes âgées qui vivent seules. C'était la première menace directe à ma vie. Mon propre fils me menaçait de mort à cause de l'argent. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis demandé, Marcel serait-il capable de me faire du mal? De blesser sa propre mère pour un héritage? J'ai essayé de chasser ces pensées de ma tête, mais elles revenaient sans cesse. La peur a commencé à s'installer en moi. Vous voulez savoir quand Marcel a montré qu'il était capable de m'abandonner dans la rue? Quand il a prouvé qu'il n'était plus mon fils, mais un bourreau froid? Je vais vous raconter, mais dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'un enfant ait le droit de forcer un parent à quitter sa maison? Laissez-moi votre opinion. Une semaine après la menace, des choses étranges ont commencé à se produire dans ma maison. Je suis revenue du marché et le robinet de gaz était ouvert. Une forte odeur de gaz dans toute la cuisine. Si je ne l'avais pas remarqué, si j'avais allumé la cuisinière, tout aurait explosé. Marcel,
Tu as touché à la cuisinière aujourd'hui? Non, maman, je n'ai rien touché. Vous avez dû oublier le robinet ouvert. Oublier? J'utilise une cuisinière depuis 50 ans. Je n'ai jamais oublié un robinet de gaz ouvert. Quelqu'un l'avait ouvert exprès. 2 jours plus tard, j'ai glissé dans la salle de bain parce que quelqu'un avait mis du savon par terre. Je suis tombée sur le dos, je me suis cogné la tête, je me suis sentie étourdie. Si ça avait été une personne plus fragile, elle aurait pu se casser la hanche, se cogner la tête plus fort. Marcel, qui a mis du savon par terre dans la salle de bain? Personne n'a mis de savon, maman. C'est vous qui avez glissé parce que vous devenez négligente. Négligente? Moi qui nettoie cette maison depuis 40 ans, qui sait où je mets les pieds? Quelqu'un avait monté un piège dangereux. J'ai commencé à soupçonner Marcel de saboter ma maison, de créer des situations dangereuses pour me forcer à partir. C'était un plan diabolique, provoquer des accidents domestiques pour prouver que je ne pouvais plus vivre seule. Une nuit, je me suis réveillée avec un bruit dans la cuisine. Il était 2 heures du matin. Je me suis levée doucement et j'ai vu une ombre manipuler la cuisinière. Quand j'ai allumé la lumière, il n'y avait personne. Mais le robinet de gaz était de nouveau ouvert et la fenêtre de la cuisine était également ouverte. Si je ne m'étais pas réveillée, si le gaz avait fui toute la nuit, le matin, toute la maison aurait été pleine de gaz. La moindre étincelle, la moindre allumette allumée et boum, explosion totale. C'était une tentative de m'expulser déguisée en accident. Le lendemain, j'ai confronté Marcel directement. Mon fils, quelqu'un entre ici la nuit et touche à la cuisinière. Maman, vous imaginez des choses. Il est peut-être temps de consulter un médecin. Un médecin? Il voulait me faire interner comme une folle. Je ne suis pas folle, Marcel. Quelqu'un veut me faire partir de cette maison. Maman, qui voudrait vous faire partir? Vous n'avez pas d'ennemis. Je n'avais pas d'ennemis, c'est vrai. Je n'avais qu'un fils intéressé qui voulait ma maison avant l'heure. C'est là que j'ai décidé d'installer des caméras cachées dans la maison. J'ai contacté une entreprise de sécurité et j'ai expliqué la situation. Madame Dubois, nous allons installer des caméras discrètes à des endroits stratégiques. Si quelqu'un entre, nous le saurons. Si vous pensez que j'ai eu raison d'installer des caméras, laissez un like et partagez pour que d'autres personnes âgées voient bien qu'il faut se protéger même de sa propre famille. Parce que ce que les caméras ont enregistré était choquant. Les caméras ont été installées un lundi. Le mercredi soir, elles ont enregistré quelque chose qui m'a fait comprendre la vraie nature de Marcel. Il avait une copie des clés de ma maison, il entrait pendant la nuit et sabotait tout. Dans la première vidéo, Marcel apparaît à 2 heures du matin, ouvrant le robinet de gaz et le laissant fuir. Puis il ouvre toutes les fenêtres pour que le gaz se propage dans la maison. Si j'avais dormi profondément, j'aurais inhalé du gaz toute la nuit et je serais morte au matin. Dans la deuxième vidéo, il apparaît en train de jeter de l'huile sur le sol de la cuisine et du savon dans la salle de bain, créant des pièges pour que je glisse et me casse des os. Si une telle chute m'avait envoyé à l'hôpital, il aurait pu me faire interner définitivement. Mais la troisième vidéo fut la plus choquante. Marcel apparaît en train de couper le câblage électrique de la maison avec une pince coupante. Si j'avais essayé d'allumer un appareil électroménager le lendemain matin, j'aurais reçu un choc qui aurait pu me tuer sur le coup. C'était une tentative de me forcer à partir avec une préméditation totale. J'ai apporté les vidéos à la police. Le commissaire a été choqué. Madame Dubois, votre fils essaie de vous faire quitter votre maison de diverses manières. C'est un crime grave. Nous allons émettre un mandat de perquisition et de saisie. Un mandat de perquisition. Mon propre fils allait voir sa maison fouillée pour avoir tenté de m'expulser. Mais Marcel a été plus malin. Quand il a su que j'étais allée à la police, il a disparu. Il n'est plus apparu à la maison, ne répondait plus au téléphone, il s'est volatilisé. Le mandat a été émis, mais il était en fuite. 2 semaines plus tard, il a refait surface. Il est venu ici un vendredi soir, en pleurs, demandant pardon. Maman, j'étais désespérée à cause de Sophie. Je ne savais pas ce que je faisais. Le désespoir ne justifie pas une tentative de m'expulser. Marcel,
Tu as essayé de me faire partir de la maison plusieurs fois. Tu as coupé des fils, ouvert le gaz, jeté de l'huile par terre. Maman, je voulais juste vous faire peur pour que vous quittiez la maison. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal pour de vrai. Mensonge. Couper un fil électrique, c'est pour tuer, pas pour faire peur. Mon fils, vous avez un mandat de perquisition et de saisie. Vous devez vous rendre. Maman, aidez-moi. Parlez à la police. Dites que c'était un malentendu. Un malentendu? Une tentative de m'expulser est un malentendu. Il pensait vraiment que j'allais le protéger. J'ai dit que je ne retirerais ma plainte que s'il signait un document renonçant à tout droit sur ma maison et me laissant en paix. Si tu veux tant que je meure pour avoir l'héritage, alors tu ne mérites aucun héritage. Il est devenu furieux de ma proposition. Maman, vous ne pouvez pas me déshériter. Je suis votre unique fils. Si, je peux. Et je le ferai. Un fils qui essaie d'expulser sa mère ne mérite rien. C'est là que j'ai vu la haine pure dans ses yeux. Une haine que je n'avais jamais vue auparavant. La haine de celui qui a tout perdu. Marcel est parti de là ce jour-là en jurant vengeance. Vous allez regretter ce que vous m'avez fait, maman. Vous allez le regretter amèrement. C'était une menace claire, directe. Mais je n'imaginais pas de quoi il serait capable. 3 jours plus tard, un mardi soir, Marcel est revenu pour exécuter son plan final. C'était de me jeter à la rue et d'hériter de la maison en tant qu'unique héritier. Sans résidence, j'aurais été obligé de vendre où il aurait pu obtenir la possession. Je dormais quand j'ai été réveillé par un bruit étrange. Quelqu'un forçait la porte. J'ai cru que c'était un voleur. Mais le bruit venait de l'intérieur de la maison, du salon. J'ai allumé la lumière et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé d'effroi. Marcel et 2 hommes avec des valises. « Debout, maman! Vous sortez d'ici tout de suite !» Mon lit était en train d'être tiré. Mes vêtements jetés par terre, quelqu'un m'avait jeté hors de ma propre maison. J'ai couru vers le salon et j'ai vu Marcel debout à la porte d'entrée avec un sourire diabolique sur le visage. « Vous n'avez pas voulu partir de bonne grâce, maman. Maintenant, vous allez partir de force. » Il m'a poussé hors de la maison avec mes valises. J'ai couru vers la porte d'entrée, mais Marcel l'avait fermée à clé. « Vous n'entrerez pas ici vivante, maman. » J'ai crié à l'aide. J'ai frappé à la porte, mais les voisins dormaient. J'étais dans la rue, à 72 ans passés, sans savoir où aller. J'ai réussi à appeler la police depuis une cabine téléphonique. Je m'étais blessé le genou en tombant, mais je m'étais échappé de la maison. Marcel ne s'attendait pas à ce que j'aie la force de réagir. Quand il m'a vu dans la rue, il a paniqué. « Comment avez-vous pu appeler ?» Les voisins se sont réveillés avec le bruit et ont appelé les pompiers et la police. Marcel a essayé de fuir par l'arrière, mais il a été arrêté en flagrant délit. La maison est restée intacte, mais les caméras de sécurité ont tout enregistré. Abandon d'incapable et spoliation immobilière. Dans la voiture de police, Marcel criait « Elle l'a mérité. Elle a toujours été égoïste. Elle ne m'a jamais rien donné. » Comment ça, elle ne m'a jamais rien donné? J'ai travaillé toute ma vie pour lui. Je l'ai élevé seul. Je lui ai donné tout ce que je pouvais. Et le prix à payer a été d'être presque jeté à la rue. Ceci n'est que la première partie de mon histoire. Ce qui s'est passé au tribunal, les révélations que j'ai faites sur Marcel, la vengeance qui est venue quand il en avait le plus besoin, cela, vous le saurez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un like pour me donner la force de continuer. Et partagez cette vidéo pour qu'elle touche plus de mères, plus de pères. Parce qu'un fils qui jette son parent à la rue pour un héritage, ça existe. Et tout le monde doit le savoir pour se protéger. Vous avez vu que mon fils Marcel m'a jeté à la rue. Mais vous voulez savoir ce qui s'est passé quand il a été arrêté? Comment il a réagi au commissariat? Et surtout, vous voulez savoir ce que j'ai révélé à son sujet au tribunal qui a choqué toute la France? Parce que ce que j'ai dit sur mon propre fils était si dévastateur que même le juge est resté sans voix. Marcel pensait qu'il allait s'en tirer, qu'il allait inventer une histoire et que tout le monde allait le croire.
Mais quand est venu mon tour de parler au tribunal, quand j'ai raconté la vérité complète sur le monstre que j'avais créé, alors là, toute la France a compris quel genre de psychopathe il était vraiment. Si vous voulez savoir ce qu'une mère est capable de faire pour obtenir justice, laissez un like maintenant, parce que ce qui va suivre va vous choquer, et partagez pour que d'autres personnes voient jusqu'où peut aller la méchanceté d'un enfant. Marcel a été emmené au commissariat d'Angers à 3 heures du matin, menotté, les mains sales à force d'avoir poussé mes valises. Je l'ai accompagné pour faire ma déposition. Je voulais voir sa tête quand il serait confronté aux preuves. Le commissaire Fournier a commencé l'interrogatoire. « Marcel Dubois, vous êtes arrêté pour abandon d'incapable et spoliation immobilière contre votre propre mère. » Vous savez quelle a été sa réaction? Il a ri. Il a ri au nez du commissaire comme si c'était une blague. « Vous ne pourrez rien prouver. » Tels furent ses premiers mots. Il n'a même pas demandé si j'allais bien, si je m'étais blessé en tombant, si la maison avait subi des dommages. Il ne pensait qu'à comment se tirer de prison. Typique d'un psychopathe. « Marcel, nous avons tout enregistré avec les caméras de sécurité. » Le commissaire a montré les vidéos. Lui me poussant dehors, fermant la porte à clé, me laissant sur le trottoir avec mes valises. Où est l'innocence là-dedans? Il est devenu pâle en voyant les images. C'était de la légitime défense. Pouvez-vous le croire? De la légitime défense. Ma mère m'a menacé la première. Comment ça, elle vous a menacé? Elle a dit qu'elle allait me déshériter, qu'elle allait me retirer de son testament. Je n'ai fait que me défendre. Se défendre en essayant de me jeter à la rue? C'est là que j'ai explosé. Marcel, vous avez tenté de m'abandonner dans la rue. Comment est-ce de la défense? Il m'a regardé avec une haine pure. Vous avez toujours été égoïste, maman. Vous n'avez jamais pensé à moi, seulement à vous-même. Égoïste, moi qui ai travaillé toute ma vie pour lui. Son avocat est arrivé et a tenté de le faire taire. Marcel, ne dites plus rien sans ma présence. Mais il était hors de contrôle, disant des vérités sans s'en rendre compte. Elle l'a mérité, maître. Elle m'a toujours humilié, ne m'a jamais donné la valeur que je mérite. Quelle valeur méritez-vous pour avoir tenté d'abandonner votre mère? A demandé le commissaire. Je méritais d'hériter de cette maison depuis longtemps. Pourquoi attendre qu'elle meure de vieillesse? C'est là que j'ai compris que Marcel me voyait comme un obstacle qui tardait à disparaître. Si vous voyez que Marcel n'avait pas la moindre once de remords, laissez un like et dites-moi en commentaire, croyez-vous qu'un fils puisse être aussi froid? Parce que pour moi, ce n'était plus mon fils. Pendant que Marcel était en prison, la police a enquêté sur sa vie et a découvert des choses qui m'ont fait réaliser que je ne connaissais pas mon propre fils. Marcel n'était pas seulement intéressé par l'argent, il était endetté jusqu'au cou et avait un système de fraude. Ils ont enquêté sur son compte bancaire et ont trouvé des dettes de millions. Madame Dubois, votre fils a des prêts impayés, des chèques sans provision et une traînée de créanciers. Il était dans une situation financière désespérée. Il avait besoin de ma maison pour tout payer. Et comment allait-il payer tout ça? Le commissaire m'a expliqué. Il était impliqué dans un système de pyramide. Il promettait des rendements absurdes aux investisseurs, mais il utilisait l'argent pour payer d'anciennes dettes et maintenir un style de vie luxueux pour Sophie. Quand la pyramide s'est effondrée, il a eu besoin d'argent rapidement. Sophie, sa petite amie, a été interrogée. Elle a révélé qu'elle savait tout. Marcel m'a promis une vie de princesse. Il a dit que la maison de sa mère serait la nôtre quand il s'en débarrasserait. Je l'ai encouragé à faire partir sa mère. Elle était complice. Ils ont découvert que Marcel avait falsifié ma signature sur des documents pour tenter d'obtenir des prêts en utilisant ma maison comme garantie. Madame Dubois, il a tenté d'hypothéquer votre maison sans votre consentement. C'est de la falsification de documents, un crime grave. Mon fils était un criminel. Mais commissaire, comment une mère peut-elle être aussi aveugle pour ne pas se rendre compte qu'elle a élevé un monstre? J'ai commencé à me culpabiliser, à me demander où j'avais pu me tromper dans son éducation. Mais le commissaire m'a rassurée. Madame Dubois, les personnes ambitieuses et sans scrupules manipulent tout le monde autour d'elles.
Votre histoire n'est pas isolée. Votre fils a trompé beaucoup de monde, pas seulement vous. C'était vrai. Marcel trompait tout le monde avec son air de bon garçon et son cœur de démon. Ils ont trouvé sur son téléphone portable des messages avec Sophie planifiant l'expulsion. Quand la vieille partira, on rénove tout et on vend vite. L'argent sera à nous. C'était un plan froid et calculé. J'étais juste un obstacle. Madame Dubois, il prévoyait de vous faire interner dans un asile ou un hôpital psychiatrique si vous ne quittiez pas la maison. Il avait déjà fait des recherches sur les institutions et même pris contact. Mon fils allait m'enfermer pour se débarrasser de moi. Pouvez-vous imaginer découvrir que votre fils prévoyait de vous enfermer dans un asile? Que vous avez élevé quelqu'un capable d'une telle cruauté? Dites-moi en commentaire ce que vous ressentiriez dans cette situation. Si vous êtes choqué par ces révélations, laissez un like pour me donner de la force. Et partagez pour que d'autres familles voient que les psychopathes peuvent être partout, même dans leur propre maison. Découvrir que mon fils était un escroc et qu'il prévoyait de se débarrasser de moi m'a complètement détruite. J'ai passé des semaines sans dormir, sans manger, me demandant où j'avais échoué. Comment une mère peut-elle rater à ce point l'éducation d'un enfant? J'ai cherché une psychologue pour m'aider. Docteur Leclerc, comment une personne normale devient-elle un criminel? Madame Dubois, la cupidité peut ronger le caractère. Cela n'a pas toujours à voir avec l'éducation. Vous avez fait de votre mieux. Mais docteur, j'ai dû faire une erreur quelque part. Les gens comme ça sont des manipulateurs nés. Ils feignent l'amour, imitent les émotions, trompent même leurs parents. Ne vous en voulez pas de ne pas l'avoir remarqué. Mais même ainsi, je me sentais responsable. J'ai commencé à me souvenir de signes de son enfance qui, à l'époque, semblaient normaux. Marcel, à 7 ans, volait de l'argent de mon portefeuille pour acheter des bonbons. À 12 ans, il mentait effrontément sur ses mauvaises notes à l'école sans montrer de culpabilité, toujours avec un air d'innocence. « Maman, ce n'est pas moi !» C'est comme ça qu'il parlait quand il prenait quelque chose. Sans émotion, sans remords, comme si c'était un jeu. Je pensais que ce n'était que de la tétuité enfantine. À l'adolescence, Marcel ne montrait jamais d'empathie. Si un ami tombait, il riait. Si quelqu'un se blessait, il s'en fichait. Je pensais qu'il était juste dur émotionnellement. Je me suis souvenu de la fois où il a dit « Maman, ça doit être facile de prendre ce qu'on veut aux autres. » Il avait 15 ans. J'ai pensé que c'était quelque chose qu'il avait vu dans un film. En réalité, il planifiait déjà son avenir. La psychologue m'a expliqué « Les personnes sans empathie ne maintiennent des relations que lorsqu'il y a un bénéfice. Quand vous êtes devenu un obstacle à l'argent, vous êtes devenu une cible. Un obstacle. C'est comme ça que mon fils me voyait. J'ai compris que tous les « je t'aime, maman », tous les cadeaux, tous les moments tendres, étaient des mensonges. Marcel ne m'a jamais vraiment aimé. Il ne m'a utilisé que quand ça l'arrangeait. Si vous comprenez la douleur de découvrir qu'un enfant ne nous a jamais vraiment aimés, laissez un like. Parce que cette découverte fait plus mal que n'importe quel coup de couteau en plein cœur. 3 mois après l'arrestation, le procureur m'a convoqué pour préparer le procès. Madame Dubois, cette affaire a eu un retentissement national. La France entière suit l'affaire. Votre témoignage sera décisif pour condamner Marcel. Maître Bertrand, que dois-je dire au tribunal? La vérité complète sur votre fils. N'ayez pas pitié. Ne vous sentez pas coupable. Marcel est dangereux. Il doit rester en prison pour toujours afin de ne pas faire ça à d'autres. C'était vrai. Marcel ne pouvait pas retourner dans la rue. Les preuves contre lui étaient irréfutables. Les vidéos de l'expulsion, les conversations avec Sophie, les documents falsifiés, la traînée de dettes. Marcel m'avait jeté à la rue et prévoyait de me faire interner. C'était un crime froid et calculé. S'il est condamné pour tous les crimes, il risque plus de 15 ans de prison. 15 ans? Marcel allait en prison. Il le mérite, maître. Combien d'autres personnes aurait-il lésé s'il n'avait pas été arrêté? L'affaire a fait la une des journaux nationaux. Un fils expulse sa mère de chez elle pour un héritage. Personne âgée abandonnée dans la rue par son propre sang.
Ingénieur escroc jette sa mère sur le trottoir. C'était un cirque médiatique, mais nécessaire pour alerter d'autres familles. Les journalistes me sollicitaient tous les jours. « Madame Dubois, comment vous sentez-vous en sachant que votre fils est un criminel? Comment une mère se sent-elle? Détruite, trahie, mais aussi soulagée d'être en vie et de pouvoir rendre justice. » La défense de Marcel a tout tenté. Folie mentale, légitime défense, influence de Sophie. Rien ne tenait. Les preuves étaient assez claires, crime prémédité, planifié froidement. Marcel a essayé de me contacter en prison. Il a envoyé une lettre me demandant de lui rendre visite. « Maman, j'ai besoin de tout vous expliquer. » Expliquer quoi? Comment il a essayé de me jeter à la rue? Comment il a falsifié des documents et planifié de me faire interner? J'ai décidé de lui rendre visite une seule fois. Je voulais le regarder dans les yeux et lui dire que je ne pardonnerais pas, qu'il paierait pour tout ce qu'il avait fait. C'était mes adieux au fils que je pensais avoir. Marcel était maigre, pâle, en uniforme orange de prisonnier. Quand il m'a vu, il a essayé de pleurer, mais les larmes étaient ses fausses. Un psychopathe ne peut pas ressentir une vraie tristesse. Maman sait bien que vous soyez venu. J'ai besoin de tout vous expliquer. Expliquer quoi, Marcel? Comment tu as essayé de me jeter à la rue? J'étais malade, maman. Je ne savais pas ce que je faisais. Mensonge. Il savait exactement ce qu'il faisait depuis des années. Et Sophie, et les dettes, et la falsification. Il est resté silencieux. Il ne pouvait pas nier les preuves. C'étaient des erreurs, maman. Des erreurs préméditées. Marcel, vous êtes un criminel. Vous m'avez abandonné dans la rue et vous prévoyez de me faire interner. Il n'y a pas d'excuse pour cela. Maman, je suis votre fils. Vous devez me soutenir, me défendre. Vous avez cessé d'être mon fils quand vous m'avez poussé hors de la maison. Mais maman, pardonnez-moi. Je vais changer. Je serai différent. Marcel, les gens cupides et sans scrupules ne changent pas. Vous serez toujours un danger. C'est pourquoi vous resterez en prison pour le reste de votre vie. Il est devenu furieux quand il a réalisé qu'il ne me convaincrait pas. Vous êtes une vieille égoïste. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. C'était le vrai Marcel, sans masque, sans faux semblant, pure avidité et méchanceté. Merci de confirmer que j'ai pris la bonne décision. Quelle décision? De ne plus jamais te considérer comme mon fils. Maintenant, tu n'es qu'un criminel que j'ai eu la malchance d'élever. Ce furent les derniers mots que j'ai échangés avec lui. Je suis sortie de cette prison soulagée. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti la paix pour la première fois depuis des mois. J'avais fait ce qu'il fallait. Marcel était dangereux, il méritait la prison. Je n'allais pas me laisser manipuler par de faux remords. Si vous pensez que j'ai eu raison de couper les ponts avec Marcel, laissez un like et dites-moi, pardonneriez-vous un enfant qui a essayé de vous jeter à la rue? Parce que pour moi, il n'y a pas de pardon pour une telle cruauté. Le procès a été fixé à octobre. Le tribunal était bondé. Journalistes, curieux. Toute la France voulait voir Marcel jugé. C'était l'affaire criminelle de l'année. Le juge, maître Dupont, a ouvert la séance. Ceci est l'un des cas les plus graves que j'ai jamais présidé. Abandon d'incapable et spoliation immobilière commis par un fils contre sa propre mère âgée et vulnérable. Marcel est entré menotté, escorté par 2 policiers. Il était différent. Cheveux coupés courts, sans maquillage, avec ce visage de quelqu'un qui savait qu'il n'y avait plus d'espoir. Toute la France allait le voir condamné. Le procureur a présenté les preuves une par une. Les vidéos de la tentative d'expulsion, les messages avec Sophie, les documents falsifiés, la traînée de dettes et le système de pyramide. Mesdames et messieurs les jurés, vous allez juger l'un des criminels les plus froids de l'histoire du pays. Cet homme a planifié de jeter sa propre mère à la rue, de la faire interner et de falsifier des documents. Tout cela par cupidité. Le procureur était implacable. Quand mon tour est venu de témoigner, le tribunal est resté dans un silence total. C'était le moment que tout le monde attendait. La mère du criminel allait raconter la vérité sur son fils ingrat. Je me suis levée de ma chaise,
j'ai marché jusqu'au microphone, j'ai regardé Marcel droit dans les yeux et j'ai prononcé la phrase qui a choqué toute la France. Mesdames et messieurs les jurés, moi qui ai élevé ce monstre, je demande que vous le condamnions à la peine maximale. Parce que Marcel n'est plus mon fils. C'est un criminel qui mérite de pourrir en prison. Le tribunal a explosé. Les journalistes couraient vers les téléphones. Les jurés étaient impressionnés. Marcel a tenté de crier quelque chose, mais les agents de sécurité l'ont maîtrisé. C'était la première fois dans l'histoire qu'une mère demandait la peine maximale pour son propre fils à la télévision nationale. Mon fils a essayé de me jeter à la rue, de me faire interner et a falsifié mes documents. C'est pourquoi moi, en tant que mère, je demande la justice la plus sévère, qu'il ne sorte plus jamais de prison pour ne pas faire ça à d'autres. Les caméras de télévision se sont braquées sur mon visage pendant que je parlais. Toute la France a vu une mère condamner son propre fils. C'était un moment historique de la justice française, un moment qui restera gravé à jamais. Ce qui s'est passé après cette déclaration, la réaction de Marcel, la sentence qu'il a reçue et la vengeance qui est venue quand il en a eu le plus besoin, cela, vous le saurez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un like et partagez pour que plus de gens voient qu'il faut parfois choisir entre la famille et la justice. J'ai choisi la justice et je ne le regrette pas. Vous avez vu que j'ai demandé la peine maximale pour mon propre fils à la télévision nationale, mais vous voulez savoir la réaction de Marcel. Comment il a réagi quand il a entendu sa propre mère demander la prison pour lui et la sentence que le juge a prononcée. Parce que quand toute la France a vu une mère condamner son fils criminel, c'est devenu une histoire. Marcel a tenté de m'attaquer là, au tribunal. Il a crié des choses qui ont fait comprendre à tout le pays quel genre de monstre il était vraiment. Et quand le juge a lu la sentence, quand il a dit combien d'années il allait rester en prison, alors vous verrez que la justice fonctionne, parfois. Si vous voulez savoir comment se termine cette histoire d'horreur, laissez un like maintenant. Parce que ce qui s'est passé après ma déclaration au tribunal a été encore plus choquant. Et partagez pour que d'autres personnes voient que la justice vaut plus que le sang. Quand j'ai fini de dire que je voulais la peine maximale pour Marcel, le tribunal est resté dans un silence total pendant une dizaine de secondes. Tout le monde digérait ce qu'il venait d'entendre. Une mère demandant la prison pour son propre fils à la télévision nationale. Marcel a explosé. Il s'est levé de sa chaise, a essayé de courir vers moi en criant « Vieille maudite, j'aurais dû te jeter à l'asile !» Les agents de sécurité ont dû le maîtriser. Il était hors de contrôle, montrant son vrai visage. « Vous ne savez rien !» criait-il au juré. « Elle a toujours été égoïste. Elle ne m'a jamais rien donné. Je méritais cette maison depuis longtemps. » C'était exactement ce que la France avait besoin d'entendre. Marcel se condamnant lui-même. Le juge a tapé du marteau, ordre au tribunal, accusé, asseyez-vous ou vous serez expulsé. Mais Marcel n'arrêtait pas de crier. Mère ingrate, c'est à cause de vous que je vais être emprisonné. Vous devriez être interné. Chaque mot était une preuve de sa méchanceté. Marcel Dubois, contrôlez-vous ou nous ordonnons votre expulsion. Le juge était rouge de colère. Mais Marcel a continué. J'aurais dû me débarrasser d'elle avant, j'aurais dû réussir à interner la vieille, avouant sa tentative de m'interner devant tout le monde. Ses avocats ont tenté de le faire taire, mais il était trop tard. Marcel avait tout avoué à la télévision nationale. Oui, j'ai essayé de la faire partir de la maison, et j'essaierai encore. Elle ne mérite pas d'y vivre. Le tribunal lui-même est devenu une preuve contre lui. Ce furent 5 minutes de folie totale. Marcel injuriant, criant, avouant, menaçant. Les caméras de télévision enregistrant tout en direct, la France entière voyant un psychopathe en crise totale au tribunal. Quand ils ont finalement réussi à le calmer, le mal était fait. Marcel avait détruit toute chance de défense. Il avait montré à tout le pays qu'il était exactement le monstre que j'avais dit qu'il était. Le procureur n'a même pas eu besoin d'en dire plus. Mesdames et messieurs les jurés, vous venez de voir de vos propres yeux l'accusé a avoué, menacé, montré une absence totale de remords. Je demande la condamnation maximale. Si vous avez vu que Marcel s'est condamné lui-même,
laissez un like et dites-moi en commentaire, croyez-vous qu'un fils puisse haïr autant sa propre mère par cupidité? Parce que ce qu'il a dit après était encore pire. Après l'accès de Marcel, le tribunal a entendu d'autres témoignages qui ont prouvé qu'il était un escroc professionnel. La première était Madame Leclerc, une voisine que Marcel avait tenté de piéger avec le même système de pyramide. Mesdames et messieurs les jurés, Marcel venait chez moi tous les jours. Il parlait d'un investissement miraculeux qui allait multiplier mon argent. Je lui faisais confiance comme à un fils. J'ai failli perdre toutes mes économies. C'était habituel. Marcel s'approchait des personnes âgées et tentait de les extorquer. « Vous avez eu des doutes ?» a demandé le procureur. « Oui, j'ai eu des doutes. Il était très insistant, et les chiffres qu'il promettait étaient trop beaux pour être vrais. Dieu merci, une amie m'a alerté. » C'était habituel. Marcel essayait d'arnaquer, mais n'y parvenait pas toujours. Le deuxième témoignage était celui de l'ancien associé de Marcel, M. Dubois. Mon père était mon associé dans une entreprise d'ingénierie. Il a commencé à s'enfoncer dans les dettes, les jeux et cette Sophie. L'entreprise a failli faire faillite à cause de lui. Votre fils a-t-il changé après avoir rencontré Sophie? Il a tout changé. Il a commencé à dépenser plus qu'il ne gagnait, à contracter des prêts douteux. Il disait qu'il avait besoin d'argent rapidement pour une grande affaire qui allait réussir. Manipulation totale. Et qu'est-il arrivé à l'entreprise? Nous avons presque tout perdu. J'ai dû assumer les dettes et restructurer seul. Il a disparu avec ce qui restait de la caisse. Maintenant, avec son arrestation, la vérité a éclaté. Encore une victime de Marcel. Le troisième témoignage était celui d'un expert comptable de la Banque de France. Marcel avait un système sophistiqué de pyramide financière. Il collectait de l'argent auprès des gens, promettait des profits exorbitants, mais utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens, et une partie allait dans sa poche. Vous avez pris des mesures? Il a été enquêté plusieurs fois, mais il était malin. Il changeait de nom d'entreprise, utilisait des prête-noms, et il avait toujours une excuse prête. Nous n'avons pas pu prouver la fraude avant que les preuves de la maison de sa mère n'apparaissent. Marcel était un criminel professionnel depuis des années. Combien de personnes ont été lésées par Marcel? Nous estimons à plus de 500 personnes, la plupart des personnes âgées et vulnérables qui ont placé leurs économies. Le préjudice total dépasse les 10 millions d'euros. 500 victimes. Mon fils avait détruit la vie de centaines de familles. Chaque témoignage montrait le même schéma. Marcel s'approchait de personnes vulnérables, gagnait leur confiance, promettait fortune, et les gens perdaient tout. C'était une machine à arnaquer qui fonctionnait depuis des années. Vous voyez que Marcel a trompé beaucoup de monde, pas seulement moi. Qu'il était un prédateur professionnel? Dites-moi en commentaire, feriez-vous confiance à une personne comme ça si vous ne connaissiez pas la vérité? Si vous vous rendez compte que Marcel était dangereux pour la société entière, laissez un like et partagez pour que d'autres familles voient les signes d'enfants psychopathes et escrocs avant qu'il ne soit trop tard. L'avocat de Marcel, Maître Mercier, a tenté toutes les stratégies possibles pour le tirer d'affaire. Première tentative, l'aliénation mentale. Mon client souffre de troubles psychiatriques graves. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Le procureur a rapidement démoli cette défense. Maître, votre client a planifié des escroqueries et abandonné sa propre mère en pleine conscience. Où est l'aliénation là-dedans? C'était une préméditation totale. Deuxième tentative. La légitime défense. Marcel se sentait menacé par sa mère. Il a agi en état de nécessité. Le tribunal en a ri. Comment jeter sa propre mère à la rue est-il de la légitime défense? Absurdité totale. Troisième tentative. Le désespoir financier. Mon client était désespéré. Il avait besoin d'argent pour survivre. Mensonge. Marcel menait une vie de luxe aux dépens des escroqueries. Il n'avait aucune difficulté financière. Quatrième tentative. L'influence de drogue. Marcel était sous l'effet de médicaments qui ont altéré son comportement. L'examen toxicologique a montré qu'il était sobre pendant tous les crimes. Cinquième tentative.
le trauma infantile. Marcel a subi des abus dans son enfance qui ont façonné sa personnalité. J'ai explosé en entendant ça. Mensonge! Marcel a eu une enfance normale. Il n'a jamais subi aucun abus. 6e tentative. Le syndrome d'aliénation parentale. La mère a manipulé Marcel pendant des années, créant du ressentiment. Encore plus absurde. Moi qui ai soutenu Marcel toute ma vie, qui ai travaillé pour tout lui donner. Dernière tentative. La demande de clémence. Je demande aux jurés de considérer la jeunesse de l'accusé, sa condition de père, ses possibilités de réhabilitation. Marcel avait 35 ans. Il n'était pas jeune. Et un père qui expulse sa mère ne mérite pas de clémence. Chaque tentative de la défense était plus ridicule que la précédente. L'avocat était désespéré. Il savait qu'il ne pouvait pas sauver Marcel. Les preuves étaient irréfutables, les aveux clairs. Le meilleur moment fut quand le procureur a réfuté toutes les défenses d'un seul coup. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez entendu 7 stratégies différentes. Cela prouve que la défense sait que l'accusé est coupable. Il n'y a pas d'argument réel, juste du désespoir. Si vous pensez que la défense de Marcel était pathétique, laissez un leak. Parce que quand quelqu'un commet tant de crimes, il n'y a pas de défense qui puisse le sauver, vraiment. Vint le moment des plaidoiries des finales. Le procureur, Maître Leclerc, s'est levé et a prononcé un discours qui a ému tout le tribunal. Mesdames et messieurs les jurés, aujourd'hui vous jugez l'un des criminels les plus dangereux de l'histoire de France. Marcel Dubois n'est pas un fils qui a perdu le contrôle. C'est un escroc professionnel qui a utilisé sa propre mère. Il a expulsé sa propre mère âgée et a planifié de la faire interner. Il a lésé des centaines de personnes avec son système de pyramide. Cet homme étudiait ses victimes comme un prédateur étudie sa proie. Il choisissait des personnes âgées solitaires, des personnes vulnérables, gagnait leur confiance et les trompait froidement. Tout ça pour l'argent. Vous avez vu qu'il ne montre aucun remords. Au contraire, il a avoué ici même qu'il essaierait d'expulser sa mère à nouveau. Cela prouve qu'il est irrécupérable, qu'il sera toujours un danger. C'est pourquoi je demande la condamnation maximale. Abandon d'incapable, spoliation immobilière, falsification de documents et escroquerie contre des centaines de victimes. Plus de 15 ans de prison. L'avocat de la défense a tenté un dernier appel émotionnel. Mesdames et messieurs les jurés, rappelez-vous que Marcel est aussi une victime. Victime d'une société qui n'a pas offert un traitement adéquat pour son ambition démesurée. C'était ridicule. Marcel avait eu accès à une bonne éducation, à des opportunités. S'il avait voulu un traitement, il l'aurait obtenu. Son problème n'était pas un manque de traitement, c'était un manque de caractère. Je demande que vous considériez la possibilité de réhabilitation. Marcel peut encore devenir une personne productive pour la société. Productive? Il était productif, oui, à commettre des escroqueries et à détruire des familles. Le procureur a eu droit à la réplique. Mesdames et messieurs les jurés, ne vous laissez pas tromper par de fausses larmes. Les escrocs sont des manipulateurs nés. Marcel essaie de vous tromper comme il a trompé ses victimes. S'il sort de prison, il recommencera à escroquer. C'est une statistique prouvée, les escrocs ne se rétablissent pas. C'est pourquoi la société doit être protégée de lui pour toujours. Les 8 jurés sont sortis pour délibérer. Tout le monde au tribunal était anxieux. Je priais pour qu'il rende justice, pour que Marcel reste en prison pour toujours. 2 heures plus tard, ils sont revenus avec le verdict. Le porte-parole du jury, un homme d'une 60aine d'années, a lu la décision. Après avoir analysé toutes les preuves et les témoignages, nous sommes arrivés au verdict suivant. Concernant l'abandon d'incapable et la spoliation immobilière contre Geneviève Dubois, coupable. Le tribunal a soupiré de soulagement. C'était la première condamnation. Quant au crime d'escroquerie et de falsification de documents, coupable de tous les crimes. 2e condamnation. Marcel devenait pâle. Marcel s'est effondré en entendant tous les verdicts. Il savait qu'il allait rester en prison pour le reste de sa vie. Il a tenté de pleurer, mais personne n'a eu pitié.
Il avait lésé trop de gens pour mériter de la compassion. Le juge a fixé la séance de prononcer de la peine pour la semaine suivante. L'accusé restera en détention en attendant la détermination de la peine. Marcel allait découvrir combien d'années il passerait derrière les barreaux. Je suis sorti du tribunal soulagé. Justice avait été rendue. Marcel allait payer pour tous ses crimes. Toute la France avait vu qu'un enfant peut être le pire ennemi de sa mère. Si vous avez été soulagé par la condamnation de Marcel, laissez un like et dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'il l'a mérité? Parce que pour moi, il méritait bien plus. Une semaine plus tard, nous sommes retournés au tribunal pour la lecture de la sentence. Le juge, maître Bernard, était grave. Marcel Dubois, en 40 ans de magistrature, je n'ai jamais été témoin de crimes aussi barbares que les vôtres. Vous avez fait preuve de froideur, de cruauté et d'une absence totale de sentiments humains. Vous avez expulsé votre propre mère âgée qui vous a élevé avec amour et vous avez lésé des centaines de personnes pour de l'argent. Pour les crimes d'abandon d'incapables, de spoliation immobilière, d'escroquerie et de falsification de documents, je vous condamne à 16 ans et 8 mois de réclusion en régime initialement fermé. 16 ans et 8 mois! Marcel allait passer une bonne partie de sa vie en prison. Il n'allait pas sortir de sitôt. Il n'allait plus jamais tromper personne. Le tribunal a applaudi la sentence. C'était une vraie justice. Sans droit à une libération conditionnelle avant les 5 premières années. Compte tenu de la gravité des crimes et du danger qu'ils représentent, l'accusé restera dans une aile de haute sécurité. 5 ans en cellule d'isolement, en plus de la peine. Marcel a tenté de crier quelque chose, mais les policiers l'emmenaient déjà. C'était la dernière fois que je voyais mon ex-fils. Il est parti menotté, pleurant, sachant qu'il ne serait plus jamais libre. Je suis sorti du tribunal en paix. J'avais fait ce qu'il fallait. Marcel allait pourrir en prison, et le monde était plus sûr. Aucune autre famille ne souffrirait ce que j'ai souffert. Ceci n'est que la première partie de mon histoire. Maintenant, je vais vous raconter comment j'ai reconstruit ma vie, comment je suis devenu un symbole de la lutte contre la violence familiale et les escroqueries contre les personnes âgées, et mon message final à toutes les mères de France. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez un like et partagez, parce que cette histoire doit être connue. Elle doit alerter d'autres familles. Vous avez vu Marcel être condamné à 16 ans et 8 mois de prison, mais vous voulez savoir comment j'ai reconstruit ma vie après avoir découvert que j'avais élevé un escroc qui m'a jeté à la rue? Comment je suis devenu un symbole national de la lutte contre la violence familiale et les escroqueries contre les personnes âgées? Et mon message final à toutes les mères et tous les pères de France qui pourraient vivre le même cauchemar. Parce que après que l'affaire a eu un retentissement national, ma vie a complètement changé. J'ai reçu des milliers de lettres d'autres mères qui avaient vécu des situations similaires, et j'ai découvert que Marcel n'était pas une exception. Il n'était qu'un de plus dans une épidémie silencieuse qui tue des familles entières et détruit des patrimoines. Si vous voulez savoir comment une mère se reconstruit après avoir été trahie par son propre sang, laissez un like maintenant. Parce que ce que je vais raconter peut sauver la vie d'autres familles, et partager pour que ça arrive à ceux qui en ont le plus besoin. Après la condamnation de Marcel, je suis rentrée chez moi, émotionnellement détruite. La maison était intacte, mais l'odeur d'abandon et le vide des murs étaient le reflet parfait de ce que je ressentais à l'intérieur. Tout était détruit. Mes voisins ont été essentiels à mon rétablissement. Madame Dupont, qui habite à côté depuis 20 ans, a été la première à m'aider. Geneviève, vous allez rester chez moi jusqu'à ce que vous vous releviez. Je n'accepte pas de non. Madame Dupont, je ne veux pas déranger. Déranger? C'est vous qui m'avez donné de la force quand mon mari est décédé. Maintenant, c'est à mon tour de vous rendre l'appareil. C'était ce dont j'avais besoin. Des gens bons pour me rappeler que tous les enfants ne sont pas des monstres. Les premières semaines ont été les pires. Je me réveillais en pleine nuit avec la sensation d'être jetée sur le trottoir. Des cauchemars constants avec Marcel me poussant et fermant la porte à clé. Des crises de panique quand j'entendais un bruit de serrure.
La psychologue, Dr Leclerc, m'a orientée. Madame Dubois, ce que vous ressentez est normal. C'est le syndrome de stress post-traumatique. Il faudra du temps pour vous en remettre. Du temps, c'était exactement ce que je pensais ne plus avoir. Docteur, j'ai 72 ans. Est-ce que ça vaut la peine de tout recommencer? Oui, ça en vaut la peine. Vous avez survécu à un escroc et un criminel. Vous avez une force que la plupart des gens n'auront jamais. C'était vrai. Si j'avais survécu à Marcel, je pouvais survivre à n'importe quoi. J'ai commencé à rénover la maison lentement, d'abord le portail et les serrures, pour me sentir en sécurité. J'ai peint la maison de couleur claire, pour apporter plus de lumière. J'ai changé les meubles qu'il avait essayé de salir. Je voulais effacer tout souvenir de cette nuit d'horreur. La cuisine a été la plus difficile. C'est là qu'il essayait de me forcer à partir. J'ai cassé tous les carreaux, j'ai tout refait. Je voulais être sûre qu'il ne restait aucun résidu de méchanceté. 6 mois plus tard, la maison était prête. Nouvelle, propre, sans trace de la méchanceté qui y avait régné. C'était le symbole de ma propre renaissance. Je devenais aussi une nouvelle personne. Si vous pensez que j'ai eu raison de tout reconstruire à partir de zéro, laissez un like et dites-moi en commentaire, auriez-vous eu la force de recommencer après 70 ans? Parce que j'ai découvert que l'âge n'est qu'un chiffre quand on a un but. 3 mois après le procès, mon histoire a commencé à prendre une dimension nationale. La première émission de télévision à m'inviter fut 7 à 8 sur TF1. Madame Dubois, nous voulons raconter votre histoire à la France. Au début, j'avais peur d'apparaître à la télévision. Et si les gens me jugeaient? Et s'ils disaient que c'était ma faute? La productrice m'a rassurée. Madame Dubois, vous êtes une héroïne. Vous avez sauvé des dizaines de vies en dénonçant votre fils et en alertant sur les escroqueries. L'interview a été diffusée un dimanche soir et a battu des records d'audience. 25 millions de Français ont regardé mon histoire. C'était plus de monde que ceux qui votent pour le président. La France entière a connu l'affaire Marcel. Le lendemain, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes de tout le pays voulaient une interview. Madame Dubois, pouvez-vous parler sur France 2? Pouvez-vous venir aux 20h de TF1? Et si on vous invitait sur La Grande Librairie? Tout le monde voulait entendre mon histoire. Mais ce qui m'a le plus ému, ce sont les lettres. Des sacs entiers de courriers arrivaient tous les jours. Des mères racontant qu'elles aussi se méfiaient de leurs enfants escrocs. Des pères relatant des menaces à cause d'un héritage. Des enfants dénonçant des frères et sœurs intéressés. Madame Dubois, mon fils me menace aussi à cause de la maison. Ma fille me vole mon argent et dit que je vais mourir bientôt de toute façon. Mon petit-fils a essayé de me faire interner. Des centaines de cas similaires aux miens. C'était une épidémie nationale dont personne ne parlait. La violence des enfants contre leurs parents pour l'héritage et l'argent. Des escroqueries déguisées en bonnes affaires. Des familles entières détruites par la cupidité. J'ai décidé de répondre personnellement à toutes les lettres. C'est devenu ma mission. Orienter d'autres familles, enseigner les signes de danger, montrer comment se protéger des enfants et des proches intéressés. Une lettre m'a particulièrement marquée. Madame Dubois, mon fils a essayé de me tromper comme votre fils l'a fait avec d'autres. Après avoir vu votre histoire, j'ai eu le courage de le dénoncer. Il a été arrêté. Vous avez sauvé ma vie. Vous avez sauvé ma vie. C'était ça que je voulais entendre. Ma souffrance avait servi à quelque chose. Marcel avait été arrêté et d'autres personnes étaient sauvées. Vous comprenez comment une tragédie peut devenir une force pour aider les autres? Comment la douleur peut se transformer en un but? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà transformé la souffrance en une mission de vie. Si vous voyez que mon histoire est devenue un mouvement national, laissez un like et partagez pour qu'elle touche plus de familles qui ont besoin d'orientation sur la violence domestique et les escroqueries contre les personnes âgées. 6 mois après la première interview, j'ai reçu une invitation qui a changé ma vie pour toujours. L'Assemblée nationale voulait que je parle de la violence contre les personnes âgées et des escroqueries financières. Madame Dubois, votre histoire doit devenir une loi. Je suis allée à Paris pour la première fois de ma vie. À 73 ans,
j'étais dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, racontant mon histoire aux parlementaires. C'était surréaliste. Moi, une couturière retraitée, orientant des députés. Mesdames et messieurs les députés, la violence familiale et les escroqueries financières contre les personnes âgées ne sont pas des cas isolés. C'est un crime organisé au sein même des foyers. Des enfants et des proches laissent leurs parents tous les jours en France, et la justice traite cela comme une affaire de famille. Mon discours a ému tout l'hémicycle. Résultat, ils ont créé la loi Geneviève Dubois, qui oblige les banques à enquêter sur les mouvements suspects sur les comptes des personnes âgées et les hôpitaux à signaler les cas de maltraitance. Maintenant, quand il y a un mouvement important ou une lésion, c'est une enquête automatique. Ils ont également créé le numéro vert aîné, un 0800 qui fonctionne 24 heures sur 24 pour dénoncer la violence et les escroqueries des enfants contre leurs parents. En 2 ans, il a déjà reçu plus de 50 000 appels. Je suis devenue conférencière officielle du ministère de la Justice et de la défense des droits des personnes âgées. Tous les mois, je voyage à travers la France racontant mon histoire, enseignant aux familles comment se protéger, orientant les personnes âgées sur leurs droits et comment identifier les escroqueries. À Lyon, j'ai parlé devant un auditoire de 3000 personnes. « Madame Dubois, vous avez sauvé ma vie », m'a dit une dame de 85 ans. Après avoir écouté votre conférence, j'ai dénoncé mon fils qui me volait et falsifiait ma signature. À Marseille, un commissariat a créé le protocole Marcel, une enquête spéciale pour les cas de fils soupçonnés d'escroquerie contre leurs parents. « Madame Dubois, votre histoire a révolutionné notre façon de travailler », a dit le commissaire. En Nouvelle-Aquitaine, ils ont créé la Maison d'accueil Geneviève Dubois pour les personnes âgées victimes de violences et d'escroqueries familiales. Un lieu sûr où les gens peuvent rester pendant qu'ils dénoncent les agresseurs. J'ai reçu le titre de citoyenne d'honneur dans 15 villes françaises. Madame Dubois représente toutes les mères qui ont eu le courage de choisir la justice plutôt que le silence, a dit un maire. Mon histoire est devenue un documentaire, un livre, un téléfilm. La mère qui a condamné son fils a été le documentaire le plus regardé de l'histoire de France 3. 3 millions de personnes l'ont vu. Si vous êtes fiers de voir que ma douleur est devenue un vrai changement dans le pays, laissez un like. Parce que quand on transforme un traumatisme en combat, on peut changer le monde entier. Mais tout n'a pas été rose dans ce parcours. Être un symbole national est lourd. Tous les jours, des gens me cherchent, racontent des tragédies familiales, demandent de l'aide. Parfois, je n'en pouvais plus d'entendre tant de douleur. Il y avait des jours où je pleurais seule chez moi. Pourquoi moi? Pourquoi dois-je porter la souffrance de tant de monde? La psychologue, Dr Leclerc, m'orientait. Madame Dubois, vous avez choisi cette mission. Vous pouvez y renoncer quand vous voulez. Mais comment renoncer quand des lettres arrivaient ainsi? Madame Dubois, mon père était trompé par mon frère. Après avoir vu votre interview, nous avons réussi à le sauver. Merci de nous avoir donné du courage. Ou ainsi, ma belle-mère était menacée par sa fille. Je lui ai montré votre histoire. Maintenant, la fille est en prison et ma belle-mère est en vie. Vous êtes l'ange gardien des personnes âgées. J'ai aussi reçu des critiques. Madame Dubois n'aurait pas dû condamner son fils. Une mère pardonne toujours. Ma réponse: une mère protège la société d'un enfant criminel. Le pardon ne justifie pas l'impunité. Des gens religieux disaient « Vous irez en enfer pour avoir condamné votre propre fils ». Je répondais « Si Marcel avait détruit la vie de 100 personnes de plus, alors oui, j'irais en enfer pour ne pas l'avoir empêché. » Des familles d'autres criminels me cherchaient. « Madame Dubois, comment avez-vous eu le courage ?» Le courage vient quand on comprend que certaines personnes n'ont pas de remède. Marcel était trop dangereux pour avoir une deuxième chance. J'ai entendu des histoires qui m'ont fait frissonner. Une mère dont le fils a volé toutes les économies. Un père dont le fils a falsifié des documents. Une grand-mère dont la petite fille a détourné la retraite. La France a une épidémie d'escroquerie familiale dont personne ne parle. J'ai réalisé que mon cas n'était pas une exception.
C'était un schéma qui se répète dans des milliers de familles. La différence, c'est que j'ai eu le courage de dénoncer, de choisir la justice plutôt que la protection familiale. J'ai créé un groupe de soutien, mères qui ont condamné leurs enfants. Nous nous réunissons tous les mois. Nous sommes 20 femmes qui ont eu le courage de livrer des enfants criminels à la justice. Le soutien mutuel est fondamental. Madame Dubois, le regrettez-vous? Question que je reçois tous les jours. Je regrette de ne pas l'avoir remarqué plus tôt, de ne pas avoir sauvé les centaines de victimes de Marcel. Mais d'avoir livré Marcel, jamais. Marcel purge sa peine à la maison centrale de Poissy, en Île-de-France. Il est en isolement par mesure de sécurité. Les autres détenus détestent ceux qui commettent des crimes contre leur propre famille ou des personnes âgées. Ils ne tiendraient pas un jour en cellule commune. Je reçois des rapports sur son comportement. L'accusé démontre une absence totale de remords, maintient un discours de victimisation, blâme sa mère pour sa situation. Un escroc ne change jamais vraiment. Marcel a tenté de m'écrire plusieurs fois. Des lettres manipulatrices. « Maman, pardonne-moi. J'étais malade quand j'ai fait ça. » Je les déchire toutes sans les lire jusqu'à la fin. Je ne me laisserai pas manipuler à nouveau. Il a demandé à me voir 3 fois. J'ai tout refusé. « Madame Dubois, votre fils a droit à une visite familiale. Et j'ai le droit de ne pas voir celui qui a essayé de me jeter à la rue et de me faire interner. Marcel a perdu le droit de m'appeler maman. Une psychologue de la prison m'a appelé. Marcel parle de vous tous les jours. Il dit que vous êtes cruelle, que vous n'avez pas de cœur de mère. Dites-lui que le cœur d'une mère protège la société d'un enfant criminel. Marcel a tenté de donner des interviews à la télévision disant qu'il était une victime. J'ai obtenu une injonction judiciaire l'interdisant. Je ne laisserai pas cet escroc se faire de la publicité sur la souffrance qu'il a causée. J'ai appris qu'il étudiait le droit en prison. Il veut devenir avocat quand il sortira. Madame Dubois, il pourrait obtenir une réduction de peine. Avec 16 ans et 8 mois de prison, ce serait seulement s'ils inventaient une machine à remonter le temps pour qu'il revienne et ne commette pas les crimes. D'autres détenus ont déjà essayé de l'agresser plusieurs fois. Celui qui trahit sa propre mère n'a pas de pardon, même en prison, m'a dit un directeur de prison. Marcel vit isolé pour sa propre sécurité. Les médecins de la prison confirment, Marcel est un sociopathe incurable. Il ne montre pas d'empathie, ne ressent aucune culpabilité, manipule tous ceux qu'il peut. Il représente un danger permanent pour la société. Si vous êtes d'accord que Marcel devrait rester en prison pour toujours, laissez un like. Et dites-moi en commentaire, visiteriez-vous un enfant qui a essayé de vous jeter à la rue? Parce que pour moi, certains liens ne se renouent pas. Aujourd'hui, à 75 ans, je laisse mon message final à toutes les mères et tous les pères de France qui pourraient traverser ce que j'ai vécu. Premièrement, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose semble anormal avec votre enfant, c'est probablement le cas. Deuxièmement, le sang ne justifie pas tout. Un enfant qui menace, vole, agresse, trompe ses parents ne mérite pas de protection familiale. Il mérite d'être dénoncé. La famille, c'est celui qui prend soin, pas celui qui détruit. Troisièmement, n'ayez pas honte de dénoncer un enfant criminel. Vous n'êtes pas responsable de sa méchanceté. Vous avez été des victimes, pas des complices. La justice est le seul chemin. Quatrièmement, cherchez une aide juridique. Protégez les testaments, installez des caméras, documentez les menaces et les escroqueries. La protection préventive peut sauver des vies et des patrimoines. N'attendez pas de devenir une statistique. Cinquièmement, créez un réseau de soutien. Voisins, amis, famille proche. La violence domestique et les escroqueries contre les personnes âgées prospèrent dans le silence. Brisez le silence avant qu'il ne soit trop tard. Pour les enfants qui écoutent, respectez vos parents. Ils vous ont donné la vie, l'éducation, l'amour. L'héritage n'est pas un droit automatique. C'est la reconnaissance d'une affection sincère. Pour la société, faites attention aux personnes âgées autour de vous. Un voisin blessé, un proche isolé, une personne effrayée peuvent être agressées ou trompées.
Votre dénonciation peut sauver des vies. Mon histoire se termine ici, mais mon combat continue. Tant qu'un fils jettera son parent à la rue pour un héritage, je dénoncerai. Tant qu'une mère souffrira en silence, je l'orienterai. Marcel a essayé de me jeter à la rue, mais au final, la vengeance est venue quand il avait le plus besoin de moi. La justice l'a rattrapé et il est en prison. Aujourd'hui, je suis libre, forte, aidant d'autres familles. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez, commentez. Votre action peut atteindre la bonne personne au bon moment. Elle peut sauver une vie et un patrimoine. Je suis Geneviève Dubois. J'ai survécu à un escroc que j'ai moi-même élevé. J'ai choisi la justice plutôt que le sang. Et je ne le regrette pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.